Pierre-Yves Rogeron, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Omerta. Je vous présente pour nos spectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous animez le Cercle Aristote, qui est un cercle souverainiste, qui organise des débats, des conférences, qui a une maison d'édition qui a, je crois, plus d'une cinquantaine de titres déjà à son actif. Vous êtes également directeur de la publication de Perspectives Libres, un trimestriel de réflexion. Et vous avez accepté notre invitation sur Omerta. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour revenir un petit peu, donc, par le biais de ce prisme du souverainisme qui est le vôtre, sur le bilan d'Emmanuel Macron sur différents sujets. Un bilan que nous abordons largement dans notre dernier numéro du trimestriel Omerta, La France contre Macron. Première question, votre réaction, un commentaire sur la couve du magazine? Alors le titre, La France contre Macron, donc un titre bernanocien, là ça me fait penser La France contre les robots, et Dieu sait que dans ce que Bernanos pense des robots et de Macron, il y a beaucoup de choses à dire. La photo gilet jaune est particulièrement bien choisie, en plus elle est si ma vue ne me trompe pas, elle est prise devant le palais de justice de Paris, enfin l'ancien palais de justice de Paris. Je pense. Oui, sans doute. C'est-à-dire devant un des grands corps qui a aidé par son action ou son inaction Macron à faire ce qu'il a fait, à mettre le pays dans l'état dans lequel il l'a mis. Donc, si vous voulez, avec en plus le drapeau français derrière, c'est une photo qui est particulièrement bien choisie. Merci. Et voilà, c'est une très belle couverture d'une très belle publication. Je vous en félicite parce que dans l'état de macrono-servilité de la presse française, qu'on a quelques amis à l'étranger, c'est ce qui choque le plus des gens qui s'intéressent aux affaires françaises. C'est bien qu'il y ait un ou deux titres qui sauvent l'honneur d'une presse française qui a soldé le sien il y a longtemps. On essaye de faire un journalisme autant que possible de qualité, et en tout cas indépendant. Rentrons dans le vif du sujet. Emmanuel Macron est l'un des plus grands promoteurs de l'Union européenne sur la scène politique française. Il a très souvent évoqué le concept de souveraineté européenne. Et en même temps, évidemment, il parle de la souveraineté française. Une petite réaction sur ces deux concepts en même temps. La souveraineté européenne est pour les macronistes ce qu'était la notion de souveraineté partagée pour les bolcheviks vis-à-vis des pays qui les occupaient en Europe de l'Est. La souveraineté, comme disait très bien Philippe Séguin, c'est pas le sein d'une mère aimante qu'on peut partager entre des jumeaux. La souveraineté, c'est un apanage. Ça vous appartient à vous, en propre, en soi. Une fois que c'est divisé, ça n'existe plus. Voilà, on est souverain, on ne l'est pas. La souveraineté, là encore, je reprends un exemple séguiniste parce que je le trouve très parlant, c'est l'équivalent de la maternité. On n'est pas à moitié enceinte. On est enceinte ou pas. On est souverain ou pas. Ce sont des notions pleines. Vous pouvez avoir des notions à degrés. On n'est pas souverain à degrés. Si vous voulez, ou alors, la souveraineté ne veut plus rien dire, c'est juste une petite parcelle de pouvoir, si c'est le cas. Alors tous les peuples qui se battent pour avoir des États, les Kurdes, etc., de quoi ils se plaignent? Ils ont une petite parcelle de pouvoir. Ils ont les miettes. Bon, si les miettes suffisent, tout va bien. La souveraineté n'est pas une miette. La souveraineté, c'est un principe d'être. Vous l'êtes, vous l'êtes pas. Quand vous dites souveraineté européenne, c'est juste la fameuse astuce du en même temps, qui est une guerre cognitive que Macron fait à la population depuis qu'il est là. C'est-à-dire, vous pouvez pas m'attaquer en tant que carpe parce que je suis un lapin. Vous pouvez pas m'attaquer en tant que lapin parce que je suis une carpe. C'est ça, là, en même temps. C'est de vous dire, bonjour, je suis un soleil noir. Votre cerveau s'arrête 20 secondes et pendant ce temps-là, il vous fait les poches. Si vous voulez, c'est un truc de prestidigitation. C'est un truc de magasin de farce et attrape. Hein. Le problème, c'est que la souveraineté européenne, c'est ça. C'est un mot qui ne veut rien dire, que vous mettez à une certaine population parce qu'elle veut entendre souveraineté, parce qu'elle sent que son destin lui échappe, mais vous y collez le virus Europe pour bien mettre dans la tête des gens ce qu'on appelle un mot manipule, hein, les manipules, les unités de reconnaissance de l'armée romaine
qui était chargé de la guérilla de front, c'est un mot manipule. C'est-à-dire, il entre dans votre tête pour bousiller votre pensée. Voilà ce que c'est, souveraineté européenne. Ça n'a pas de réalité, ça n'en aura jamais. C'est pas fait pour, c'est juste fait pour vous faire les poches. Ce en quoi Emmanuel Macron n'a pas changé depuis qu'il est entré en politique. Très bien. Donc, impossibilité d'avoir une souveraineté européenne, une souveraineté française en même temps. Je peux vous le démontrer, hein, c'est facile. Hein. Je pense que vous l'avez déjà fait à l'instant. Ce concept de souveraineté européenne se traduit quand même concrètement d'un certain nombre de manières. Je dirais tout d'abord par un alignement très net de la politique française sur une politique atlantiste, à la suite de celle de la Commission européenne notamment. On l'a vu dans l'affaire de l'Ukraine, on le voit actuellement dans la reprise du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quand vous êtes acté de l'extérieur, ce que Gaston Fessard appelait le prince esclave, là, pour le coup, vous n'êtes, si vous voulez, comme de toute façon vous êtes acté par quelqu'un d'autre, sur les intérêts de quelqu'un d'autre, vous devenez un préposé à la reptation, c'est-à-dire vous rampez derrière. Devenez au mieux un animal de compagnie. Ce qu'est la France pour un certain nombre de pays occidentaux. Qui, parce qu'elle est la France, qu'elle a toujours eu une voix singulière avant 1974, que donc elle est vue comme un allié indocile historiquement, ne vous feront jamais confiance, vous feront toujours payer la grandeur de la politique gaullienne par le regard qu'ils portent sur vous, ce qui est le cas de la plupart de nos amis américains, ce qui vous oblige à ramper encore plus fort pour vous faire accepter, sachant que vous ne le serez jamais, et vous perdez tous les avantages qui étaient ceux énormes que nous avait légué le général, c'est-à-dire d'avoir une voix singulière dans un monde qui était à l'époque le tiers-monde, mais qui aujourd'hui s'appelle plus le tiers-monde, s'appelle la multipolarité. C'est-à-dire que ces pays qui ont entendu un écho d'une voix qui les a respectés comme faisant partie du concert des nations quand ils étaient faibles, nous garantissaient des intérêts avec ces pays maintenant que ces pays sont forts. Cas typique, la reconnaissance de la Chine. La Chine, que la France est le premier pays occidental à faire, la Chine s'en rappelle encore. Et même Xi Jinping y fait souvent référence. Or, vous perdez sur les deux côtés. Vous perdez les legs d'amitié que le gaullisme a envoyé à peu près partout. Et le pire, c'est que vous allez vers ceux qui n'aimaient pas De Gaulle. Et le problème, c'est que ceux-là, ils ne vous pardonneront jamais. Et au jeu du laquais, prenez le cas de l'affaire ukrainienne, vous passerez après, toujours après, certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, vous passerez toujours après certains pays d'Europe du Sud, parce qu'ils ont une culture OTAN, comme l'Italie, vous passerez toujours après, parce que vous les Français, on ne peut pas, dans l'ordre de l'impérialisme occidental, on ne peut pas vous faire totalement confiance. Parce qu'on sait que, chez vous, on a encore le souvenir de 2003, voyez. On a encore le souvenir de Villepin à l'ONU, voyez. Vous n'avez pas rampé assez longtemps. Vous rampez depuis Sarkozy, mais c'est pas assez long. Voilà. Oui, justement, vous évoquiez 2003, le discours de Villepin, le refus de l'engagement de la guerre en Irak. Depuis, la France a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN. Depuis, la France est un élève très zélé du soutien à l'Ukraine à la suite de l'Union européenne. Le récent voyage d'Emmanuel Macron en Israël montre que là aussi, il est sur un choix très clair, en tout cas, et pas une position d'équilibre entre les différents belligérants. Ça ne suffit donc pas. Non. Nous, on avait fait un numéro de Perspective Libre qui s'appelait La France vassale, où il y avait un article théorique d'un jeune homme que je ne saurais trop vous recommander, qui est un des jeunes géopolitologues, à mon avis, les plus prometteurs du monde francophone, qui est Clément Nguyen. Il avait fait un très bel article où il disait « La France préfère se dépouiller pour consolider des alliances qui sont intrinsèquement bancales. L'Union européenne, l'OTAN, c'est-à-dire que des alliances
qui ont été puissantes, cas de l'OTAN, qui ne l'ont jamais été cas européen, et qui de toute façon ont des trous dans la raquette à tous les niveaux. Si vous voulez, l'OTAN, là, ils sont un peu sauvés parce que c'est Joe Biden. Nous en reparlerons si la majorité républicaine est élue dans un an. Nous verrons l'état de l'OTAN à ce moment-là. L'Union européenne, on est sur une collectivisation de faiblesse qui évidemment ne peut pas accoucher d'une force. Et ça s'est vu déjà, ne serait-ce qu'on va prendre le cas le plus récent dans le conflit israélo-arabe. Je vous rappelle les dernières résolutions onusiennes. Les pays européens votent façon puzzle. Plus, moins, neutre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'intérêt européen, donc il n'y a pas de force. Point. Donc le problème, c'est que la France se dépouille pour des alliances qui, de toute façon, seront vaincues au XXIe siècle, pour des raisons démographiques, technologiques, énergétiques, géopolitiques, ce que vous voulez. Et saigner la France ne fera pas vivre ni l'Europe, ni l'OTAN, 10 minutes de plus que ce qui sera nécessaire. Et ça, c'est un acte de trahison hors norme, alors que la France, comme d'autres pays européens d'ailleurs, aurait tout intérêt à une politique de désenclavement parce que qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou pas, la France est un pays, est un État archipel. La France est dans le Pacifique, la France est dans l'océan Indien, donc la France doit parler à toutes les nouvelles puissances qui vont se faire connaître, émerger comme la Chine, émergente comme l'Indonésie ou d'autres. Nous n'avons pas le choix d'accepter le monde tel qu'il sera, au lieu de se replier sur un impérialisme occidental qui, de toute façon, pour le malheur des peuples occidentaux, soit continuera en s'affaiblissant et en affaiblissant les peuples qui sont dessous, donc il devient un danger pour nous tous, Français, Anglais, Américains, qui vous voulez, soit essaiera de retourner la table alors qu'il n'a plus la puissance matérielle, et là, pour le coup, de jouer une part de la sécurité internationale. Bon. Le problème, c'est que la récompense de l'esclave, c'est l'augmentation du poids des chaînes. Point. La France est en train de l'apprendre douloureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous parliez de l'Europe faiblesse. L'Europe se voit comme une puissance montante. Nous avons Ursula von der Leyen qui a pris la main sur le dossier ukrainien, qui a apporté et fait apporter aux pays membres une aide massive à l'Ukraine, à la fois en financement et en armement. On évoquait le cas israélien. Elle s'est rendue dès le lendemain des attentats du Hamas sur place pour apporter son soutien à Israël. C'est quand même le signe que l'Union européenne est présente sur la scène internationale. Oui, bien sûr. Et puis si le Hamas est vraiment, si le Hamas le cherche, on va leur envoyer Charles Michel. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, Ismaël Haniyeh va déménager de Doha pour aller au fond de la Sibérie pour fuir Charles Michel. Tout le monde fuit Charles Michel. Vous voulez, c'est le Attila des temps modernes, ça se voit. Donc non, mais à un moment, soyons un peu sérieux. On va prendre les deux cas que vous avez donnés. Cas ukrainien. Tous les analystes européistes le reconnaissent, sans Biden, l'Europe n'est rien en Ukraine. Point. L'Europe donne plus que les États-Unis. Ah bah heureusement que les laquais donnent plus qu'on leur dit. Et encore, ils n'ont pas fini, parce que je vous rappelle qu'une partie du matériel donné américain est un matériel en pré-bail. Donc à un moment, il va falloir que quelqu'un le paye. Et c'est pas M. Zelensky qui va le payer. Donc à mon avis, la cotisation des Européens, c'est d'ailleurs pour ça que les Américains les ont fait venir. C'est qu'à un moment, il faut bien quelqu'un crache au bassinet, et ce n'est pas l'habitude d'une puissance impériale de cracher au bassinet pour ses vassaux. À un moment, il y a le maître, il y a la table du maître, et il y a les miettes de la table du maître. Donc, point 1. Point 2. Toute cette aide européenne, elle a servi à quoi ? À faire une guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ils ont perdu au minimum entre 200 000 et 300 000 hommes. Pourquoi ? Pour une guerre qui est perdue, une guerre où ils sont obligés maintenant de mobiliser les Ukrainiens de l'Ouest, d'où des redditions, d'où des refus, ce qui était normal. Hein. Tous les bons spécialistes de l'Ukraine, je vous renvoie par exemple dès le début de la guerre aux écrits et aux déclarations de quelqu'un comme Romain Bessonnet, qui lui parle toutes les langues de la zone, donc il les pige assez bien.
il a dit, vous verrez que quand l'État ukrainien aura la faiblesse d'aller chercher des conscrits en Ukraine, ouest, ça va mal se passer, ça se passe mal. Or, aujourd'hui, si on veut avoir une action internationale intelligible et constructive, il ne faut pas faire ce que les Européens ont fait, c'est-à-dire flinguer déjà 2 rounds de négociations. Parce que ça, chaque heure qui passe, c'est le bidas ukrainien hein, qui est en train de payer ça. Hein. C'est le petit peuple ukrainien qui meurt. Hein. C'est facile de faire la guerre jusqu'au dernier des autres, quand soi-même on n'y est pas. C'est facile d'aboyer la violence quand soi-même on est un eunuque de la violence. Et qu'on envoie quelqu'un d'autre se faire trouver la peau. Cas israélien, exactement même topo. Au lieu de chercher une solution westphalienne, il est tout à fait normal qu'Israël veuille venger ses morts. Moi, à titre personnel, je l'ai dit, je trouve beaucoup plus sain quelqu'un à qui on tue les enfants et qui dit tu vas payer, plutôt que quelqu'un à qui on tue les enfants et qui dégaine son nounours. Voilà. Ou qui dégaine ses bougies. Je trouve ça plus simple psychologiquement. Par contre, le grand problème que nous avons, c'est qu'Israël n'a pas d'interlocuteur politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé au Qatar de gérer une partie de la cause palestinienne. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'interlocuteur. Et d'ailleurs, une partie de l'action du Hamas est liée au fait qu'il n'ait pas d'interlocuteur. Donc ça veut dire qu'il voulait à la fois geler le processus westphalien qui est en train enfin de tomber sur cette zone, c'est-à-dire d'une grande accalmie Riyad, Téhéran, Tel Aviv, ce qui veut dire pour le Hamas la fin des financements, à terme, et donc une croisade à mort, parce qu'à mon avis, tout grand religieux que le Hamas et les frères musulmans palestiniens disent être, je pense qu'ils crachent pas tout à fait sur le pognon. Et deuxièmement, le Hamas voulait également reprendre symboliquement son affrontement avec l'autorité palestinienne pour essayer de soulever la Cisjordanie. A priori, ça pour l'instant, c'est un échec, ou un demi-échec. Être un allié d'Israël, c'était de lui dire, alors que c'est horrible ce qui est arrivé. Le problème, personne ne peut le nier. Le problème, c'est que se comporter en allié, c'est dire maintenant, il faut un interlocuteur. Il faut quelqu'un avec qui négocier. Sinon, on n'en sortira jamais. Ça va être une guerre de responsabilité collective et transmissible, donc ça va être un système Highlander. À la fin, il n'en restera qu'un. Et à titre personnel, c'est suffisamment laid. Moi, j'ai une certaine expérience du Liban. Ces guerres sont suffisamment laides pour que j'ai pas envie de savoir qui ce sera. Mais se comporter en allié, ce n'est pas dire vous avez un blanc-seing. Parce que, c'est Israël va perdre la bataille de l'opinion, et vous lui tapez dans le dos. Là encore, vous envoyez le bidas israélien. Vous y allez pas, vous. Mais surtout, vous envoyez le bidas israélien à Gaza. Là, au moment où nous parlons, l'attaque au sol est en cours. L'attaque au sol, couvert par l'aviation, ça va aller. Mais une fois qu'il faudra aller dans les tunnels, qu'est-ce qu'on va faire des tunnels? Ils sont à 70 mètres de fond. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les noyer? On va les brûler? Si on a la bêtise d'y aller, ça peut être l'équivalent de ce que Bassora était pour l'armée britannique. Ça peut être un cimetière pour l'armée israélienne. Le Hamas ne s'est préparé qu'à ça. Et au lieu d'avoir cette parole de responsabilité, c'est-à-dire ne tombons pas dans un piège gras qui est tendu à tout le monde, elle pousse au crime en Ukraine comme en Israël. Le problème, c'est que c'est pas elle qui va éponger les morts. Et d'ailleurs, là, pour le coup, certains États européens ont été plus virils que d'autres, et en tout cas plus virils que la France, et ont essayé de remettre Grenchen à son niveau, c'est-à-dire, vous n'êtes rien. Patronne de la Commission européenne, c'est rien. Je vais citer un homme pour lequel j'ai aucune affection, qui est M. Varoufakis. Vous savez, celui qui a trahi et enfoncé le peuple grec. Il a eu une phrase il n'y a pas longtemps qui prouve que la lumière arrive à le toucher. Si la lumière arrive à le toucher, c'est que la lumière va profond dans les étages. Donc, il a dit, mais il va y avoir un processus de négociation en Ukraine. Bon, il y aura les Chinois, représentants Xi Jinping. Il y aura les Russes, représentants Poutine. Il y aura les Ukrainiens, représentants Zelensky. Il y aura Biden, représentant les Américains. Et il y aura l'Europe, c'est qui? C'est rien. Si vous voulez, pour que lui l'ait compris, j'aurais bien aimé qu'il le comprenne 10 ans plus tôt, ça aurait évité beaucoup de souffrance au peuple grec. Mais à un moment, et c'est tout à fait normal qu'une structure comme l'Union européenne se déchaîne dans la violence verbale
quand c'est profondément une structure impuissante. Vous savez, Simone Veil disait « tout ce qui est déraciné, déracine ». C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui agit comme un pot de pus sur les plaies internationales, c'est-à-dire dès qu'elle se met sur un dossier, le dossier se surinfecte comme par magie. Alors, revenons un petit peu à Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il surinfecte les Lui dossiers, aussi, il est doué pour ça. les dossiers sur lesquels il intervient. Il est arrivé en Israël quelques jours après Ursula von der Leyen. Il a réaffirmé donc le soutien conditionnel de la France à Israël et il a proposé d'étendre la coalition anti-Daesh au Hamas, qui est une proposition qui a soulevé pour le moins des commentaires interloqués. Si vous voulez, quand vous n'êtes plus souverain, il faut bien comprendre ce que c'est de ne plus être souverain. Quand vous n'êtes plus souverain, vous n'avez plus aucune autonomie sur vos affaires à vous, donc vous devenez un spectateur de la vie de votre peuple. C'est pour ça que les Français aujourd'hui se sentent dépossédés de leur autonomie, parce qu'ils sont devenus des objets de leur propre vie, non des acteurs. Mais vis-à-vis de l'autre, qui lui est souverain, la souveraineté sur une table de poker, vous arrivez pour jouer à la belote. Bon, personne ne vous accepte, c'est normal. Et comme vous n'êtes pas souverain et que tout le monde le sait, on vous prend comme un non-acteur. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est insignifiant. Résultat, vous, comme vous voulez quand même votre petit quart d'heure de gloire warolien, vous faites le concours Lépine de l'idée la plus stupide pour qu'on vous écoute. Et bien, résultat, vous avez ce que Emmanuel Macron a systématiquement sur la scène internationale, un concert de rire gras. Et bien là, pareil. Prenons cette idée d'une rare stupidité. Je n'ai aucune affection, et n'importe qui me lit depuis près de 20 ans, j'ai 20 ans d'écrit pour moi, je n'ai aucune affection pour les frères musulmans. Et la seule chose, c'est que le Hamas existe. Et que malheureusement, beaucoup ont fait en sorte qu'il existe. Le Hamas, si vous voulez, est un mouvement à vocation d'islamisation, d'utilisation du fanatisme religieux, personne ne remet ça en cause. Le problème, c'est l'intelligence stratégique nous oblige à voir des différences au sein de l'islam radical. Déjà, premièrement, parce que je pense qu'à Omerta, vous avez pu le constater, parfois, quand ils sont les uns en face des autres, ils s'entretuent, les djihadistes, selon leurs équipes et selon leurs maillots. Souvent, d'ailleurs, pour des affaires qui n'ont rien à voir avec Allah, mais plus près de son cousin Pognon. Voyez, et de voir le djihad international comme une espèce de bloc unifié contre nous est un raisonnement anti-stratégique. Et le Hamas a une branche politique. Le Hamas a une branche politique. Il n'a pas qu'une branche militaire. Il n'a pas qu'une branche militaire. Or, je veux bien qu'on dise on ne peut pas dialoguer avec ces gens-là vu les actes qu'ils ont faits. Le problème, c'est qu'on a fait la même chose avec Arafat pendant longtemps. Donc à la fin, on va négocier avec qui ? Parce qu'à un moment, soit on prend une décision d'une rare violence, qui est l'expulsion des Palestiniens, soit sur le territoire égyptien, soit sur le territoire jordanien, parce qu'à un moment, il va falloir faire des frontières nettes. On ne peut pas rester avec une archipel cisjordanienne et la plaie suintante qu'est Gaza. Ne serait-ce que pour la sécurité d'Israël. Il faut donner une profondeur aussi stratégique à Israël. Je vous rappelle que c'est grand comme 3 départements français. Donc à un moment, il faut avoir un discours calme. C'est celui qui économisera le plus de vie. Parce que là, premièrement, admettons, coalition internationale. Ok, d'accord. Qui ? Je vous rappelle que c'est les Russes qui ont écrasé Daesh. Majoritairement. Les Russes et l'armée syrienne régulière. Qui va aller ? Puis surtout, on va écraser le Hamas. D'accord, on va aller le chercher où ? Au milieu de la population civile palestinienne ? On va en faire des héros, quoi. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait que ces gens-là, qui ne demandent qu'à mourir en martyrs, se voient exaucés. Je n'ai absolument rien là-dessus. Par contre, nous ne pouvons pas dépolitiser ce conflit. Ce n'est pas un service à rendre à Israël, et ce n'est pas un service à rendre encore moins aux Palestiniens, et surtout, ce n'est pas un service à rendre à l'ensemble de la zone qui voulait aller vers la normalisation. Certains d'ailleurs diplomates palestiniens le disaient, ça va se faire sur notre dos, depuis les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham se sont faits clairement sans les Palestiniens, si c'est sur leur dos. C'est très net. Le problème, c'est que les accords d'Abraham étaient quelque chose de positif,
parce qu'on allait enfin raisonner, non plus en termes, si vous voulez, panislamisme, civilisation. Tout ça, c'est pas politique, Passionnel. ça. C'est pulsionnel, ça vient du bas, quoi. On allait raisonner en termes d'intérêt. La diplomatie chinoise nous y a aidés en faisant le rapprochement assez extraordinaire entre Téhéran et Riyad, ce qui permet d'accalmer, de faire une grande accalmie dans la zone, hein, parce que les bisbilles des Mollahs et des Saouds, ça nous a coûté la guerre du Yémen quand même, hein, qui est une boucherie qui d'ailleurs n'a fait pleurer personne. Mais on était en train de voir, disons, un tripode se mettre en place entre les Israéliens, les Saoudiens et à terme les Iraniens, et peut-être de faire revenir un pays comme l'Égypte dans le concert, ça allait enfin traiter cette zone comme une zone normale. Et je pense que il est tout à fait normal que l'un des derniers mouvements islamistes qui n'ait pas été réduit, qui est le cas du Hamas, se dise, nous on est un peu une sorte de Corée du Nord islamiste, puisque la plupart des autres mouvements ont été soit normalisés, je mets les Turcs à part, hein, sciemment, soit normalisés, cas marocain, soit écrasés, il reste plus que nous, et nous, on va finir par manquer de blé. Bon, ils ont essayé de taper un grand coup, c'est fait. J'espère, l'intelligence aurait voulu qu'on essaye de pousser ce processus de normalisation politique pour enfin revoir une logique interétatique au Moyen-Orient. Là, plus on aboie civilisationnellement, plus on nourrit l'islam radical. Il faut le traiter par la politique. Il ne faut pas dépolitiser ce conflit. Et malheureusement, la France, comme elle n'est plus une nation politique, dès qu'elle se mêle de quelque chose, elle dépolitise. Et elle dépolitise comment ? Par les idées stupides. Cas typique, on va faire une coalition internationale avec qui ? Pot de balle. Pourquoi faire ? Pas faisable, mais c'est pas grave. Il fallait que le petit parle, il a parlé. Alors, on va quitter un instant le Moyen-Orient pour nous transporter jusqu'en Chine, toujours dans cette idée du couple franco-européen. On se souvient du voyage d'Emmanuel Macron à Pékin, où il avait emmené dans ses bagages Ursula von der Leyen, qui a été reconduite sur un vol commercial par les autorités chinoises. Qui ont eu tout à fait raison. Elle n'a aucun rang diplomatique, donc vol commercial. Voilà. Mais pourtant, Macron l'avait emmené manu militari, si j'ose dire, dans ses bagages. Pourquoi est-ce qu'il voulait absolument l'imposer dans c'est très simple. Vous connaissez le stagiaire laquais qui emmène sa N+1 partout pour essayer de se faire bien voir. Voilà. Le problème, c'est que grâce à Emmanuel Macron, la vie internationale devient un vaste épisode de Caméra Café. Voilà. C'est aussi simple que ça. Résultat, elle se pointe en Chine. Je crois qu'elle les a insultés. Si vous voulez, oui, elle a parlé de droits de l'homme et de choses comme ça. Moi, je suis désolé. Moi, c'est l'une des premières choses quand j'ai arrêté de marcher à quatre pattes vers l'âge de 18 mois que mes parents m'ont appris. On ne crache pas par terre chez les gens. Vous voyez, on ne se rend pas compte, mais depuis les affaires Assange, vous vous rappelez, à un moment, on a arrêté le vol d'un chef d'État latino-américain pour les affaires Assange et Snowden. Oui. On a arrêté le vol d'un chef d'État. Pour fouiller son avion. Oui. On a fouillé l'avion d'un chef d'État. Ça fait 25 siècles que les règles de la diplomatie, on ne touche pas les messagers, se sont généralisées à partir de la Méditerranée grecque. Ça fait 25 siècles qu'on essaye d'avancer, là pour le coup, dans la vraie civilisation, c'est-à-dire dans la civilité internationale et dans la reconnaissance de l'autre. Et là, nous, on s'est permis ça. La Pologne s'est permis, quand les Africains ont envoyé une délégation pour le plan de paix panafricain sur l'Ukraine, de faire arrêter une partie de la suite du président, je crois, sud-africain. Est-ce qu'on se rend compte, ça, elle qui n'est rien, elle se pointe à Pékin et crache par terre, est-ce qu'on se rend compte de l'aspect régressif que tout ça a ? Et alors ça s'est accentué avec l'affaire ukrainienne, puisque maintenant, on pique les avoirs des gens, et comme on attaque des diligences. Enfin, est-ce qu'on se rend compte que la vie internationale est en train de se rebarbariser de notre fait ? Et ça, par contre, ça se paiera. Ça, c'est clair et c'est net, ça se paiera. Or, et ça se paye déjà, hein, rappelez-vous les fameuses sanctions boomerang droit dans la gueule. Pardonnez-moi. Mais, parce que c'est un sujet qui, à titre personnel, me préoccupe énormément pour l'avenir de mes enfants. C'est que nous avons
une chance. Cette chance, c'est la charte de San Francisco. L'ONU a des tas de défauts, mais l'ONU est l'acmé de ce qui peut être un ordre westphalien. Elle peut être, c'est-à-dire un peuple, un État, une reconnaissance. C'est très humaniste d'un certain côté même comme truc. Et qu'on le veuille ou pas, pour le bien des identités nationales, pour le bien des États et pour le bien des populations, c'est cette logique-là qui doit prévaloir. Le retour terrible de l'idée d'empire au XXe siècle nous a déjà coûté 70 millions de morts sur sol européen. N'étendons pas la maladie, alors qu'en plus nous n'en avons plus du tout les moyens militaires, financiers et démographiques. À un moment, il faut se calmer. Moi, je vois tout le monde qui s'excite sur des conflits étrangers pour les envenimer avec une espèce d'arrière-fond. On va bien finir par se taper dessus. Si vous voulez, c'est le fameux piège de Thucydide dans lequel tellement de gens salivent déjà de voir la Chine et les États-Unis tomber, comme si ce serait autre chose que l'enfer sur Terre, parce qu'il faut voir ce que c'est, quand deux titans se tapent dessus. Ce que je voudrais, c'est le retour d'une pensée qui est une pensée diplomatique dans laquelle la France est comme un poisson dans l'eau. C'est nous qui l'avons généralisé. C'est nous qui l'avons quasiment inventé à l'époque moderne. Macron a décidé de supprimer le corps des diplomates. La francophobie de cet homme a-t-elle des limites ? C'est une grande question. Parce que il y a beaucoup de diplomates français qui auraient mérité d'être sortis du corps, tellement leur défense des intérêts français était lâche, au sens d'un filet. Vous voyez, Ça manquait de tenue. Oui. Voilà, ça manquait de tenue. Ça, j'entends. Comme disait De Gaulle, ils font perdurer les carreaux fêlés. J'entends. Mais ce n'est pas le corps en lui-même, c'est les hommes qu'on a sélectionnés. Tout simplement parce que là où il faudrait des guerriers diplomatiques qui font prévaloir l'intérêt de la France, j'ai dit l'intérêt, j'ai pas dit la vision. La vision, va falloir se calmer au XXIe siècle parce qu'aujourd'hui, énormément d'États ont gagné leur puissance. La Chine, l'Indonésie, etc. Vous n'avez pas à leur imposer quelconque vision que ce soit. Par contre, vous vous confrontez à leurs intérêts et après on négocie. Ça s'appelle la diplomatie. C'est un art d'homme civilisé. Viril, mais civilisé. Voilà. Le problème, c'est qu'eux, ils n'ont plus voulu défendre les intérêts de la France. Ils ont voulu défendre une vision éthérée droit de l'homiste qui est prise comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un discours néocolonial par des coloniaux qui n'ont plus les qualités viriles des anciens coloniaux et qui devraient plutôt enlever le casque blanc qu'ils ont d'ailleurs repeint en drapeau arc-en-ciel et peut-être mettre 2 tons en dessous. Parce que s'il y a match, avec beaucoup de pays émergents, je suis plus sûr que ce soit l'Occident qui gagne. Je suis plus sûr. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'Union européenne ne respectait pas les règles qu'elle avait elle-même fixées. Je vais prendre un exemple dans un domaine autre que diplomatique, qui est celui des contrats pour les vaccins anti-Covid, qui ont été négociés en direct par Madame von der Leyen, vraisemblablement au mépris des règles d'appel d'offres standard. Oui, mais ça c'est tout à fait classique pour toute personne qui connaît l'eurocratie. Si vous voulez, quand vous voyez la terre promise, j'ai vu, j'ai vomi. Voilà, c'est si vous voulez, quand vous voyez ce qu'est l'eurocratie, vous avez du mal à concevoir le discours anticorruption comme autre chose qu'une vaste blague. Si vous voulez, je ne suis pas certain qu'on puisse donner des leçons aux derniers des seigneurs tropicaux, vu ce qui se passe. Or là, Madame von der Leyen, prenez un cas récent, Monsieur Breton, Deus ex machina, personnage qui s'auto-congratule, et d'ailleurs il a bien raison, parce que personne ne penserait à le faire, mis à part lui, dit, vous allez voir ce que vous allez voir avec Elon Musk. Elon Musk lui dit, pas de souci, mais ce que tu me reproches et ce que tu reproches à X, c'est en public que ça se passe. No backroom deals. Ok ? Le problème, c'est que le même mec qui demande des leçons de transparence à Elon Musk, qui, je vous le rappelle, a un média participatif dont il a viré les services de renseignement américains
ce que l'Union européenne savait et elle était très contente que des données des citoyens et que la liberté d'expression de certains citoyens soit encadrée par les services de renseignement américains, ce qui, premièrement, est une atteinte au droit américain lui-même, mais une atteinte à la liberté d'expression de plusieurs millions de gens à l'extérieur du territoire américain, point, et que la même personne, alors qu'elle déjeune avec Van der Leyen 2 fois la semaine, au minimum, n'ose pas lui dire « Ouais, enfin, les leçons de transparence, tu sais, ton affaire de texto, on a interdit Spoutnik et RT pour moins que ça. Hein. » Et le pire, c'est que le monde entier étant au courant, vous imaginez qu'elle a une once de crédibilité? Elle peut la ramener tant qu'elle veut. Le monde entier est au courant que les Européens, ça s'achète. Ok. Le problème, c'est que maintenant que tout le monde le sait, ne demandez pas une respectabilité internationale que vous ne méritez pas. Ne donnez pas des leçons aux derniers des seigneurs tropicaux, vu ce que vous êtes. C'est un empire du mensonge et de la corruption. Pour y avoir été quelques années, si vous voulez, c'est indicible. Alors que là, en plus, on est sur des affaires de santé publique. Donc on joue avec la vie des gens. On est au degré absolu de l'horreur. C'est l'équivalent, c'est le parallèle, plus que l'équivalent, pardonnez-moi, des affaires d'oxycodone aux États-Unis. Enfin, si vous voulez, on a joué avec la vie de nos populations pour des affaires de gros sous. Et après, vous allez donner des leçons. Vous avez la face pour ça. Vous avez le souffle pour ça. Vous êtes qui? On n'a pas beaucoup entendu la France prendre position sur ce... Ah bah non, mais là, si vous voulez, tout ce que Bruxelles veut, est loi, et tout ce que Berlin désire, et il faut aller au devant des volontés. Est-ce qu'on se rend compte que la France joue perpétuellement contre elle-même pour sauver un espace européen qui est insauvable? Et résultat, ça nous conduit à faire des crimes contre l'honneur, contre nos intérêts, contre nos populations. Là, c'est derrière ces affaires de SMS, il y a nécessairement quelque chose qui relève, qu'on l'accepte ou pas, de l'ordre de la corruption. Il ne serait pas aussi bien protégé. Les procédures qui ont été engagées à l'échelle européenne, évidemment, feront pchit, comme à chaque fois qu'on essaye de débusquer le diable avec les règles de son propre jeu. Et le pire, c'est qu'il y aura autre chose après. Parce que quand la corruption est systémique, et en Europe, elle ne peut être que systémique, vous mettez 27 pays ensemble qui fondamentalement n'ont rien à se dire. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes populations, ils ont un rapport interculturel, pardonnez-moi de vous le dire, qui est, quand on a travaillé en atmosphère européenne, qui est largement surfait. Il suffit de vivre dans un pays européen pour se rendre compte que même si ce sont des gens qui se ressemblent physiquement, en fait, ils n'ont rien à se dire. Ils sont souvent d'une hostilité les uns aux autres qui est atroce, particulièrement une francophobie qui est partagée par beaucoup de pays, parce que pour eux, comme la France se déjuge elle-même, au lieu de s'affirmer, eh bien la France sera la vache à lait qu'ils entendent bien pomper, faut bien le comprendre, hein, quand on est là-bas. Quand vous mettez ces 27 pays ensemble, quand vous voulez les faire parler à l'extérieur, il faut qu'il y ait la voix, il faut qu'il y ait un diapason sur lequel toutes ces petites notes qui ne peuvent pas s'accorder pour faire une symphonie aillent vers la voix dominante. La voix dominante, elle est américaine. Mais quand vous voulez les faire vivre à l'intérieur, quel ciment vous allez utiliser, vu qu'il n'y a pas d'intérêt commun? Et qu'au contraire, les uns veulent détruire les autres. Je vous rappelle par exemple que la plupart des délocalisations qui détruisent l'emploi des Français ont lieu vers l'Europe de l'Est. Hein. C'est plus la peine de maintenir le mythe du méchant chinois. Hein. Eh bien, qu'est-ce que vous allez utiliser comme plâtre? La corruption, bien sûr. Évidemment. C'est le seul cas où des gens qui n'ont rien à se dire travaillent ensemble. Quand on met de l'huile.
c'est votre point de vue. Revenons un petit peu sur le cas français et sa défense de certaines causes que vous semblez juger perdues. Je pense aussi au couple franco-allemand dont Emmanuel Macron a été un grand promoteur. Il semblerait que ces amours étaient quelque peu contrariés. On peut prendre l'exemple du SCAF, le programme de chasseurs du futur. On peut prendre le programme de chars du futur également. Donc deux programmes phares d'armement, des programmes franco-allemands, dans lesquels la partie allemande a fini par soit se retirer, soit faire affaire avec d'autres partenaires, parce que la France ne semblait pas assez docile, en réalité. Alors, on va être très clair. Déjà, pour qu'il y ait couple franco-allemand, c'est déjà une expression qui n'existe pas en allemand. Ça, c'est un truc franco-français. C'est un truc franco-français qui a été créé parce que la France s'illusionne s'illusionne à la fois sur la puissance allemande, elle s'illusionne sur le fait que l'Allemagne ait changé après 1945, et elle s'illusionne sur le fait que l'Allemagne est autre chose pour nous que de l'hostilité. 3 illusions en 2 mots. Point 1. Point 2. Moi, je suis, au sein du mouvement national auquel j'appartiens, vu à raison comme quelqu'un d'extrêmement féministe. Je suis révolté par les violences faites aux femmes. Donc, si vous voulez, si couple franco-allemand il y a, j'appelle plutôt ça un syndrome de Stockholm, ou le syndrome de femme battue, d'accord, qui revient prendre des roustes. Donc, si vous voulez, je veux que ce type de violence cesse contre mon peuple, déjà et d'une, et surtout, regardons les faits froidement. Et vous avez entièrement raison de prendre l'exemple des contrats d'armement. Parce que là, on est dans le nœud. La France, c'est 2,5% du marché des armements européens. C'est-à-dire que c'est en Europe où, sur ce fait cardinal qui est la capacité de se défendre, qui définit un État, je vous rappelle une définition basique de l'État par Raymond Aron, respecté à l'intérieur, en paix à l'extérieur. La frontière servant de membrane armée. Bien. Donc, les armes, c'est vital pour être respecté. Bien. Beaucoup de pays à l'extérieur de l'Europe sont beaucoup plus proches de la France. Et aujourd'hui, une part du patriotisme le plus constructif que je constate, c'est celui d'une partie de nos industriels de l'armement, type Thales ou Dassault Systèmes, surtout Dassault Systèmes, qui se rendent compte que finalement, en Europe, la France n'a pas d'amis, très peu. Je mets la Grèce à part parce que nous aidons à la défense grecque contre les Turcs, et que les Grecs, eux, savent encore ce qu'est la gratitude, mais que nous avons beaucoup d'adversaires et quelques ennemis. Alors que beaucoup de pays extra-européens achètent notre matériel avec plaisir, parce que c'est du bon matériel, et parce que c'est du matériel qui n'est justement pas normable, que ce soit par la Chine ou par les États-Unis. Bon. Du moins actuellement. Or, si vous prenez le cas du SCAF et le cas du char du futur, l'Allemagne n'a accepté ces contrats que pour voler nos technologies. Une partie de nos industriels, contre l'État français qui, lui, voulait brader par cette germanolatrie qui a emporté les élites françaises depuis M. Giscard d'Estaing, au mépris de l'intérêt de la France, ont résisté à cette tentation. Il faut savoir solder des échecs. La coopération avec l'Allemagne est structurellement en échec. Quels sont nos partenaires en Europe? On pourrait jouer la latinité, ça n'a pas de sens. Ça me fait de la peine, hein. J'aime beaucoup l'Espagne et l'Italie. Le problème pas là, c'est que l'Espagne et l'Italie sont 2 pays qui n'attendent qu'on ait le dos tourné pour nous y planter des couteaux. Donc ça ne sert à rien. Nous avons très peu d'alliés dans l'espace scandinave profondément, relativement peu en Europe de l'Est. Nous avons la Grèce en Europe du Sud, et surtout le partenariat structurant que nous devons avoir en Europe
c'est la Grande-Bretagne, parce qu'à chaque fois que nous avons fait des contrats d'armement avec elle, les Anglais sont ce qu'ils sont, mais ils n'ont, et ça, nos industriels de l'armement pourront le confirmer, vu que cette donnée, je l'ai d'eux, je ne l'invente pas, les Anglais sont réglo avec nous sur ce plan-là. Voilà, point. Donc, à un moment, il faut avoir des amis. Enfin, un État, comme disait De Gaulle, un État, ça n'a pas d'amis. Il faut avoir de bons partenaires. Et nous, nos bons partenaires aujourd'hui, il y a 2 ou 3 pays européens. Et tout le reste, ça doit être nécessairement le monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser la France en 2050. Et en 2050, l'Europe, ce sera une banlieue. Point. Les courbes démographiques ont déjà rendu des jugements assez nets pour toute une part du continent européen. Et pourtant, Emmanuel Macron nous explique qu'il est en train de réindustrialiser la France, ce qui est un propos qu'on peut qualifier d'un petit peu étonnant quand on sait qu'il a quand même autorisé la vente, voire encouragé la vente d'un certain nombre de fleurons industriels, de fleurons stratégiques. Alors on peut penser à STX, donc les chantiers navals de Saint-Nazaire, Lafarge qui a été vendu aux Suisses, la TECOR, on a... Enfin, il y en a quelques dizaines, voire quelques centaines d'ailleurs, puisque Bercy citait, alors de mémoire, en 2021, ça devait être 121 entreprises dites sensibles, donc en termes voilà, de stratégie, des entreprises stratégiques. On est passé à 136 de mémoire encore. Les auditeurs me corrigeront certainement à un ou deux près en 2022. Voilà, on a un petit peu l'impression d'une grande braderie, ce qui donc est étonnant quand on nous parle de réindustrialisation. On peut citer évidemment l'exemple peut-être le plus emblématique de tous, qui est l'affaire Alstom. Donc je rappelle très brièvement, Alstom qui fournissait les fameuses turbines Arabelle qui font tourner la plupart de nos centrales nucléaires, mais aussi les moteurs nucléaires du porte-avions Charles de Gaulle et d'un certain nombre de nos sous-marins. Ça a été cédé aux Américains. On constate d'ailleurs que c'est souvent cédé soit aux Américains, soit aux Allemands, plus rarement aux Italiens ou à d'autres pays. Mais voilà, on a cédé donc cette branche énergie d'Alstom à General Electric, une entreprise américaine, ce qui nous a valu quelques déboires sur le plan énergétique, sur le plan des contrats de maintenance. Il était prévu que l'on cède la branche ferroviaire d'Alstom à Siemens pour créer un énième Airbus 2. Donc là, c'était un Airbus du rail. Bon, ce qui est assez ironique, peut-être, quand on connaît les positions europhiles de Macron, c'est que cette deuxième session a été annulée par les instances européennes au nom de la libre concurrence, et de ne pas créer un champion européen trop important. Comment est-ce qu'on peut allier en même temps la grande braderie d'entreprises stratégiques françaises avec un discours sur la réindustrialisation? Ça semble pas très Alors, clair. c'est très simple. Emmanuel Macron entache de sa personne de grandes idées. Il le fait à chaque fois. Parce que il agit exactement comme le ferait un parasite au sens parasite sanguin, parasite intestinal, c'est-à-dire qu'il prend un corps sain et il vit dessus. Donc il prend une idée saine qui généralement, parce qu'il fait sonder l'opinion en permanence, et il essaye de surfer sur les vagues avec son fameux « en même temps » qui marche particulièrement sur le public le plus média dépendant. Quand j'entends média, j'entends pas vous, j'entends média mainstream. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parie à mort sur les classes âgées, pour une raison qui est simple, c'est que c'est elles qui passent le plus de temps devant la télé, et donc qu'il est beau, qu'il est jeune, alors que, objectivement, le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas l'âge de ses artères, c'est l'âge de ses idées. Si vous voulez, comme le disait Alain Gérard Slama, loin d'être un dangereux révolutionnaire gaulliste, Alain Gérard Slama, gentil journaliste Figaro, c'est Giscard. Autrement dit, ce qu'on a eu de plus bêtement réac. Bêtement réac. Tu vois, la gauche caviar et la droite œuf de lymphe. C'est imbuvable. Or, Emmanuel Macron croit encore à la société ouverte et au libre-échange.
C'est une rare stupidité. Si vous voulez, c'est quand même Premièrement, comme le disait très bien Jean-Jacques Rosa, éminent économiste libéral, un homme remarquable, déjà le libre-échange n'est pas un fait libéral. Moi, je ne suis pas libéral. Mais le libéralisme, c'est quelque chose de sérieux. Le libre-échange, ce n'est pas un fait libéral. C'est un fait typique des économies impériales. Pourquoi ? Le libre-échange, vous avez un avantage technologique. Vous vendez cher à un partenaire qui est moins fort que vous technologiquement. Lui, il va vous vendre de la verroterie, donc il va s'endetter vis-à-vis de vous, et vous allez en prendre le contrôle. Le libre-échange, c'est l'impérialisme des gens intelligents. Quand on s'oppose, c'est une stratégie que l'Angleterre a mis en place, qui est normale, vu qu'elle a été technologiquement le pays le plus avancé pendant des siècles. Quand le pays s'oppose à vous, cas typique la Chine pendant les guerres de l'opium, vous envoyez la canonnière. Et là, vous passez à l'impérialisme des gens non intelligents. D'accord ? Eric Reinert, le grand économiste, prix Mondal, etc., a raconté cette histoire mieux que personne. Pour le cas du Canada, vous avez les sources dans les griffes de l'ouvrage, dans les griffes de l'aigle. Si vous voulez, tout ça est doctrinalement documenté. Or, le problème, c'est que quand vous êtes dans un monde où il y a une dispersion du fait technologique, parce que aujourd'hui la technologie, elle est quand même assez... Aujourd'hui, elle nécessite toujours de la bonne formation et des ingénieurs, hein, mais elle est devenue accessible. Aujourd'hui, un pays comme le Pakistan, qui n'est même pas un véritable État, a une industrie de l'armement, nous l'avons vu au salon Eurosatori, absolument remarquable. Impressionnant pour un pays qui, je vous le rappelle, ne contrôle même pas la totalité de son territoire. D'accord ? Donc aujourd'hui, le ticket d'entrée est devenu beaucoup plus bas. D'accord ? Et vous maintenez la logique du libre-échange, alors que l'ère impériale se termine. Enfin, vous êtes réactionnaire au point d'en être idiot. C'est-à-dire que vous voulez sauver un monde qui est déjà mort. Parce que, on va être très clair, si vous maintenez l'économie ouverte, eh bien ça va avoir les conséquences suivantes. Comme disait très bien un Deng Xiaoping, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Bon ben ne vous plaignez pas que les mouches rentrent. C'est aussi simple que ça. Et vous ne pouvez pas, dans une économie ouverte aux 4 vents, avec un prix du travail qui est celui de pays avancés, donc de pays où il y a eu une lutte des classes, où le prolétariat a défendu ses droits, vous ne pouvez pas avoir économie ouverte plus bien-être des populations ouvrières. Ce n'est pas possible. Pas pour des pays comme la France. Personne, si vous voulez, rétablir un système d'écluse à travers des frontières. Vous savez, la frontière, c'est l'un des premiers symboles de civilisation. C'est toute l'histoire de la fondation de Rome. Refaire des écluses à partir de frontières, c'est le seul moyen de ne pas envoyer dans la misère noire toute une partie de nos populations, et ça aide même nos partenaires qui ne doivent pas, contre le bien-être des leurs, avoir uniquement des économies exportatrices, mais avoir aussi un marché intérieur structuré. Nous avons tout à gagner, tout le monde, à avoir des échanges équilibrés. C'était le rôle de la charte de la Havane dans le temps, c'est encore un objectif atteignable aujourd'hui, sinon la guerre économique mènera à la guerre physique. À un moment, là encore, halte au feu, halte au fou. Très bien. La guerre économique mènera à la guerre physique. C'est certain. Ça, c'est effectivement une crainte. Pour rester un petit peu plus court terme, on a évoqué donc toutes ces cessions d'actifs qui sont... Si je puis me permettre, prenez un exemple. Emmanuel Macron dit, vous voyez, la France est un pays très ouvert, il a les fameux IDE, investissement direct à l'étranger. Investissement direct à l'étranger, c'est vrai que ça veut dire que votre économie est très ouverte. Donc vous n'êtes pas la Corée du Nord. Contrairement à ce que je lis dans une part de presse qui devrait arrêter avec des exemples qu'elle ne maîtrise pas. Même le juche nord-coréen, c'est un tout petit peu trop intellectuellement pour une partie de la classe de la presse économique française. Oui, l'économie française est ouverte. Trop d'ailleurs. Parce qu'une partie des IDE, c'est quoi ?
Vous arrivez avec de l'argent, vous prenez des actifs, vous les achetez à vil prix, vous les renvoyez chez vous. C'est du pillage, et pourtant c'est comptabilisé en comptabilité nationale comme IDE. Donc à un moment... C'est à peu près ce qui s'est passé avec l'affaire Alstom, tous les brevets et les technologies. Et ben voilà. Et le pire, c'est que c'est parti de quoi? Du fait que la France n'a pas voulu se doter d'un plaidé coupable pour ses entreprises auprès de juridictions françaises. Je sais que c'est immoral, mais contre l'extraterritorialité du droit américain, tant qu'elle existera, on peut en parler si vous voulez, elle n'existera pas toujours, parce qu'elle est assise sur le dollar. La dédollarisation, c'est la fin de l'extraterritorialité du droit américain. Les Allemands, se sentant plus pissés, essayent de faire exactement la même chose avec notre industrie d'armement. Rappelez-vous, ils avaient fait un contrat avec les Anglais, et pour des raisons morales, ils ont interdit les exports de matériaux avec des composants allemands. C'est aussi de l'extraterritorialité, c'est tout aussi condamnable. Eh bien, il faut faire tout simplement un plaidé coupable juridique pour lutter contre l'extraterritorialité du droit américain auprès de nos juridictions. Je ne l'invente pas, c'est le rapport Garapon. Eh bien, nous ne l'avons pas fait. Alors, ce qui veut dire que nos entreprises sont sous l'œil omniprésent du département du commerce américain qui peut leur mettre une amende et leur mettre des monitors, ce qui est arrivé à Alstom, et donc ensuite vous forcez à vendre. Excusez-moi, c'est l'équivalent d'une attaque de galion. C'est de la piraterie. C'est de la piraterie. C'est Pirates des Caraïbes, sauf que malheureusement, on n'a plus l'argent pour se payer Johnny Depp, on a Joe Biden. Donc, si vous voulez, même la piraterie vieillit, vous voyez. Donc, c'est dommage. Mais ce n'est que de l'économie de pillage. Et nous, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron recrache ces polycopiers libéraux de la Prépéna Sciences Po Casanova, de dire ah oui, le commerce, le doux commerce, ah oui, chez Montesquieu, c'est vachement bien. Hein, et puis, si tous les escrocs et les coupes-jarrets pouvaient se donner le pinceau, le monde irait mieux. Mais où ont-ils vu ça? Alors, il y a deux choix. Hein. Soit c'est la corruption, soit c'est l'imbécilité, soit c'est les deux, mon capitaine. Mais à un moment, il y a, qu'on le veuille ou pas, la stratégie de s'insérer dans le marché mondial à ce prix-là est une stratégie suicidaire. Point. La preuve, essayez de faire la même chose aux États-Unis. Allez acheter une boîte sensible américaine. Vous allez prendre 2 tours de grand 8. Vous allez voir ce que ça va coûter. Je ne vous parle même pas de la Chine, mais je ne vous parle même pas de pays normalement gérés. Je ne vous parle même pas uniquement de la Russie et de la Chine. Essayez aux États-Unis de prendre une boîte sensible. Alors, au vu de cette litanie de boîtes sensibles qui ont été vendues, certains se demandent pour qui roule Macron. Vous parliez de corruption. Il ne nous appartient pas d'en juger. Je ne juge personne, j'émets une hypothèse. Mais est-ce que Macron est donc un idéologue qui recrache ses polycopiers de la Prépéna, comme vous dites, ou est-ce que ses intérêts, ou est-ce qu'il estime que certains intérêts sont supérieurs aux intérêts de la France? En tout cas, quand il est face à un choix entre les intérêts de la France, les intérêts de l'euro-germanisme, profondément, ou les intérêts d'un capital financier, même français, qui nous a déjà coûté très cher dans notre histoire, vous savez. Je vous rappelle que la défaite de 40 est liée à un fait simple, c'est que le règne des banques sous la fin de la Troisième République se fait au détriment de notre industrie. Et l'un des agents de ça, c'est l'homme du Francfort, c'est Pierre Laval, dont la trahison commence bien avant 40. Bien avant. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, depuis les années 80, nous avons voulu avoir des banques hypertrophiées, qui sont des banques de rang mondial, qui sont ce qu'on appelle des banques systémiques. La France est le pays, je vous le rappelle, qui compte le plus de banques systémiques par tête d'habitant au monde. Qu'est-ce que ça rapporte à la France? Rien. Mis à part, si vous voulez, une banque, pour nos auditeurs, une banque systémique, c'est l'équivalent d'une bombe atomique dégoupillée. C'est-à-dire que une seule... Vous pouvez donner 2-3 exemples de banques systémiques en France? Le Crédit Agricole, le Crédit Agricole, la Société Générale, et... Crédit Agricole, Société Générale, pardon? Le Lyonnais? Le CLC, l'ancien CLC. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi une banque systémique? C'est très simple. C'est une banque dont la seule explosion entraînerait une réaction en chaîne
tout simplement par le trou qu'elle va laisser dans les transactions interbancaires, qui fait que toute la planète financière va se retrouver à se ramasser à la pelle au petit balai. C'est ça une banque systémique. C'est-à-dire too big to fail, too big to jail. Donc, arrêtez-moi, je fais un malheur. Je peux faire n'importe quelle bêtise. Vous devez me sauver parce que si je tombe, tout le monde tombe avec moi. Et de toute façon, personne ne m'arrêtera. Voilà ce que c'est, une banque systémique. C'est d'un côté une arme de destruction massive financière, si vous voulez. Nous avons laissé ces gens-là par le monstre créé par M. Delors, qui est la Banque universelle, bien avant les Américains. Hein. Les Américains mettent fin au Glass-Steagall Act sous Clinton. Nous, c'est depuis 1984 qu'on a ce monstre. Or, le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons des banques avec des bilans gigantesques pour un bien national, Podzol, et une industrie qui, elle, est en rareté monétaire et qui suffoque, comme si elle était étouffée. Emmanuel Macron arbitre toujours vers le monde financier et vers le monde euro-germanique. Point. À chaque fois qu'il est en face d'un choix sur les intérêts de la France, il prend toujours, avec une régularité qui défie, c'est un peu comme la médiocrité dans des prédictions d'Alain, si vous voulez, ça défie les lois de la statistique. Une horloge cassée donne l'heure 2 fois par jour. Eh bien, eux, ils n'y arrivent pas. Ça défie toutes les lois des mathématiques. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre une bonne décision de temps en temps. C'est pas possible. Eh ben non, ils n'y arrivent pas. Or, le problème que nous avons, c'est qu'Emmanuel Macron, pour des raisons qui lui appartiennent, mais qu'un jour ou l'autre il faudra bien sonder, prend systématiquement le parti, soit de l'étranger, soit de la part la plus déconnectée des intérêts nationaux du capital dit français, perpétuellement. Par bêtise, par idéologie, par corruption, si vous voulez, je n'ai pas les éléments pour arbitrer, et je le reconnais savamment, cette question. J'espère qu'un jour, quelqu'un nous donnera la réponse. Je voudrais terminer cet entretien par les conséquences de tout ce qu'on a abordé pour la vie quotidienne des Français. En 2018, naissait le mouvement des Gilets jaunes. Le litre de diesel était à 1,40 € environ à ce moment-là. Depuis, donc, on a perdu des emplois, l'inflation a galopé, elle a été alimentée à la fois par le tarif européen de l'électricité, les sanctions et contre-sanctions dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Et la masse de capital fictif qu'on a injecté depuis 2008 pour sauver les marchés. J'allais y venir, absolument. Mais la conséquence est quand même un appauvrissement net, une perte de pouvoir net des Français. Net. Bien sûr. Depuis, alors ça s'accélère, mais c'est pas neuf, mais ça s'accélère. Nous sommes d'accord. Une simple question, encore une fois, en 2018, on revient sur ce mouvement dans le dernier numéro d'Omerta, les Gilets jaunes naissaient. C'est un mouvement qui était particulièrement original et particulièrement frappant, en tout cas sur la scène sociale française. La situation économique et sociale des Français est bien pire à l'heure actuelle. Bien sûr. Et où sont les Gilets jaunes numéro 2 ? Alors, vous savez, la forme de la colère se métamorphosera, mais nul ne peut combattre la colère elle-même, sauf à faire une politique de justice, mais Emmanuel Macron n'en est pas capable. Et la classe politique qui le suit n'en est pas capable. Et malheureusement, une part de la classe politique qui dit le combattre n'en est pas capable non plus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se range à certains de ses avis. Quand vous voyez la mollesse des oppositions en France, ça laisse rêveur. Donc le seul combat sera un moment populaire. Ça prendra une autre forme que les Gilets jaunes, pour une raison, c'est que le pouvoir a utilisé une violence avec la complicité active du pouvoir constabulaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des exactions faites par les flics. Il faut être honnête. Pas contre la racaillocratie. Contre les braves gens. Contre ceux qui n'ont pas de... Ce ne sont pas des criminels d'habitude, donc ils n'ont pas de science du désordre.
Pour beaucoup, c'était des primo-manifestants. Donc, ils ne savaient pas se comporter face aux flics. Ils savaient pas, ils ne pensaient pas que dans l'exercice de leurs droits civiques, on leur enverrait les baqueux, dont les méthodes violentes sont adaptées à la racaillocratie. Mais on n'envoie pas une troupe répressive contre des honnêtes gens dans un État démocratique. Ou qu'il l'a été un jour. Les mains coupées et les yeux crevés après, le mouvement, Fabrice Grimal, qui était l'un des 4 Gilets jaunes, a fait un ouvrage là-dessus qui s'appelle « Une année en jaune », qui est un témoignage, très, à mon avis, central là-dessus, parce que il fait voir à la fois toute l'intelligence politique qui a été celle des Gilets jaunes et comment le système s'est adapté à cette intelligence politique. Il s'est adapté de 2 manières. Et ça, je pense que pour les prochains mouvements populaires, il doit avoir, au sein des classes populaires, moi je pense sincèrement que ça doit partir du peuple ouvrier. Qu'une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, etc., suive le peuple ouvrier est une chose. Elle n'a pas l'étoffe de le guider. Ça, si vous voulez, c'est des théories qui sont hors d'âge. Parce que c'est eux qui sont allés au carton pour les Gilets jaunes. C'est eux. Tu vois, tous les mecs toute la petite bourgeoisie, ils ont fait nuit debout. Hein, parce que quand vous faites nuit debout, c'est que vous bossez pas la journée. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que Occupy Wall Street, c'est-à-dire que des mouvements qui, à côté des Gilets jaunes, ne sont rien. Qui ont été des espèces de Woodstock, la fumette et les filles en moins. Autrement dit, des Woodstock tristes. Donc, le problème, c'est que la classe ouvrière doit réfléchir en France sur... alors évidemment, quand je dis classe ouvrière, ça prend les salariés, les employés, le prolétariat français. D'accord ? Et une part du petit patronat, qui doit comprendre que son intérêt n'est pas de brader le pays. Parce que lui, il est dans la glaise, comme nous. D'accord ? On parle de la France périphérique. Totalement. Or, le problème, c'est que ils doivent réfléchir sur 2 choses. Premièrement, à contrer le pouvoir répressif. Et là, je suis désolé, là, pour le coup, j'espère qu'il y aura une réflexion interne dans la gendarmerie, dans la police, sur les actes, pour certains criminels qui ont eu lieu. Là, par exemple, je crois savoir qu'Emmanuel Macron, à travers son ministre de l'Intérieur, ce dragueur en série de la région de Tourcoing, dont le nom m'échappe, mais peu importe, Monsieur Darmanin, merci. L'inoubliable, mais malheureusement non oublié, a fait réduire la distance d'utilisation du LBD de 40 à 3 mètres ou 2 mètres. Voilà. Au point que même les gendarmes commencent à... Parce que vous vous rendez compte, je vous rappelle que la Suisse, qui est le pays qui les produit, catégorise le LBD... En arme de guerre. En arme de guerre. Ok ? Bon. Donc il va falloir que le pouvoir populaire se dote de moyens de contrer ça. Sachant que le pouvoir politique affaiblit structurellement notre armée parce qu'il ne lui fait pas confiance, parce qu'il sait que l'armée française n'acceptera pas de devenir un instrument de répression. François Hollande avait déjà essayé face aux manifs pour tous. Hein. Rappelez-vous l'affaire dite du gouverneur de Paris. Et la gendarmerie est allée... La gendarmerie, le problème, c'est qu'elle a le statut de militaire, mais l'esprit des flics aujourd'hui. C'est malheureux. Hein. Et quand je dis l'esprit des flics, c'est pas l'esprit des bons flics, malheureusement, ou des bons gendarmes. C'est qu'aujourd'hui, ça s'est vu lors de l'affaire des Gilets jaunes, on sélectionne les éléments les plus violents pour les envoyer en unité de première ligne. Et tous les braves types, on les met à l'extérieur du dispositif répressif quand il s'agit des Gilets jaunes. D'ailleurs, beaucoup de flics ont été outrés, beaucoup de gendarmes ont été outrés, et beaucoup ont quitté la profession suite à ça. Et plus ceux, et ça c'est regrettable au dernier degré parce que c'est tragique, qui devant ça ont mangé leur flingue, selon l'expression de la profession. Qui sont suicidés. Qui sont suicidés. Donc, et ce qui est terrible, de laisser ces meilleurs défenseurs être seuls avec leurs armes un soir. Quoi. Ça veut dire qu'on les abandonne au dernier degré. Hein. Et deuxième chose, le pouvoir populaire doit comprendre le pouvoir médiatique. Je m'explique. Le pouvoir médiatique, rappelez-vous, d'abord a appelé la répression contre les Gilets jaunes, la répression implacable.
Je pense par exemple à M. Bernard-Henri Lévy, qui écrivait dans Le Point des trucs enflammés sur la nécessité d'écraser un mouvement putschiste, xénophobe. Bon, il est comme d'habitude avec Il sa... avait un discours sur les classes dangereuses qui était Voilà, très Louis-Philippard. Voilà, très Louis-Philippard. Vous avez entièrement raison. Si vous voulez, comment dire, c'était peu créatif, à l'image du personnage. Donc, ensuite, ils ont vu que de taper dessus et de les caricaturer ne marchait pas. Ils ont essayé de les désolidariser en désignant les chefs qui les intéressaient et en leur chatouillant le menton avec une certaine propagande de gauche ou d'extrême gauche. Ce qui a permis de dissocier une part des têtes gilets jaunes reconnues par les médias, vu que le mouvement se voulait acéphale, se voulait sans chef. Oui. Et donc, c'est les médias qui ont désigné les chefs et qui les ont... Si vous voulez, c'est la technique de la gouvernance. Hein, je veux que vous soyez d'accord avec moi, donc je vais vous désigner compétent sur un domaine, et donc en bonne gouvernance, c'est vous qui allez reprendre mon discours. Voilà, comme ça, la démocratie est passée aux oubliettes, mais c'est de la bonne gouvernance. C'est à ça que ça sert. Et bien là, c'est pareil. Et je pense qu'il faut une réflexion de fond, de contre-guérilla médiatique pour les prochains mouvements sociaux. Parce que ça ne manquera pas. Les gens ne vont pas se laisser... ne vont pas laisser leurs enfants éternellement souffrir comme ça. Je vous rappelle que la France a vu s'activer en son sein un des pires facteurs sociaux à titre historique, qui est l'augmentation de la mortalité infantile. Ça, vous n'avez que les États qui s'effondrent qui ont eu ça. Emmanuel Todd, le grand Emmanuel Todd, avait pu, à partir de cet indicateur-là, prévoir de manière très exacte, dans la chute finale, la chute de l'Union soviétique. Donc, les gens ne vont pas se laisser massacrer. Alors, le pouvoir a des diversions devant lui. Il peut utiliser la racaillocratie, la guerre des banlieues. Il peut utiliser des tas de choses. Et utiliser ce que Emmanuel Macron aime par-dessus tout, stratégie de pouvoir qu'il a repris à Nicolas Sarkozy, qui est l'épuisement cognitif des populations, c'est-à-dire chaque jour un débat à la con, et on met du sel sur les plaies pour que les gens s'engueulent en guerre horizontale. Méthode sarkozyste de pouvoir classique. Emmanuel Macron est beaucoup plus doué que M. Sarkozy pour l'utiliser. Il joue avec la concorde civique, et demain il jouera avec la paix publique s'il continue, et je pense que ça ne l'arrêtera pas. J'espère que tous ces éléments seront métabolisés par les classes populaires pour que le prochain mouvement soit tout aussi fort et tout aussi chaleureux, parce que les Français ont besoin de chaleur. Mais qu'ils ne soient pas dupes, parce que ça, c'est l'un des grands problèmes de notre peuple. Les Français sont vraiment de braves gens. Et quand vous êtes des gens gentils, vous ne comprenez pas la négativité des autres. Mais pour faire une guerre, il ne faut pas être deux. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Et tant qu'Emmanuel Macron sera là, il y en aura toujours un qui la voudra. C'est une conclusion qui n'est guère optimiste. Je peux dégainer mon honneur si vous voulez. Mais une petite note d'espoir quand même. Mais moi, attendez, ne vous méprenez pas sur ce que je viens de dire. Là, si je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. La seule chose qui m'inquiète, c'est la chute démographique. Mais la chute démographique, ça se travaille. Tant que la volonté d'enfant est là, une vraie politique familiale, et on s'en remettra. Or, c'est le seul truc qui m'inquiète vraiment. Moi, j'ai confiance dans les Français. Mon travail, c'est d'essayer de voir tout ce qui se publie, les analyses qui viennent d'un tout petit peu partout dans le monde, pour essayer de servir les intérêts de mon pays. C'est pas que je suis indifférent aux intérêts des autres, c'est que chacun est responsable des siens. Voilà. Parce que, si vous voulez, les humanistes qui sont docteurs en tout, comme disait Rousseau, ces hommes qui aiment les Tatars pour ne pas avoir à aimer leurs voisins. Donc, ce que je vois, c'est que les Français sont l'un des derniers peuples en Occident à vouloir encore se battre. Il n'y a pas eu de gilets jaunes ailleurs. Les autres se laissent mener à l'abattoir. Ce qui est triste, mais c'est leur affaire et c'est leur vie. Or, les Français ont encore cette force-là. Et à titre personnel, c'est ce qui me remplit d'espoir, parce que je sais qu'ils n'iront pas à l'abattoir en chantant. Et c'est aussi pour ça
qu'il faut nous désenclaver vis-à-vis d'une part de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est de faire vivre ensemble des peuples qui veulent vivre et des peuples qui sont déjà passés de l'autre côté pour beaucoup, qui n'ont plus rien à faire. Et malheureusement, c'est une cordée, et parfois, pour survivre à la chute d'une cordée, c'est Tintin au Tibet, comme fait le capitaine Haddock, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Enfin, il essaye de couper. Et bien là, c'est pareil. Non. Les Français ont... La France a encore... Je vais vous donner un exemple très simple qui date d'il y a 3 jours, 4 jours. Avec les budgets lamentables de la recherche française, eh ben vous avez une petite équipe de mecs qui sont arrivés à faire une batterie au sodium qui, pour nous débarrasser de la dépendance aux métaux rares. Les Français, ils ont toute personne qui connaît le monde militaire français le sait. Les Français, c'est les champions du système D. Les Français, c'est des MacGyver. C'est des MacGyver nés. C'est-à-dire, ils savent qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils vont y arriver quand même. Et ils y arrivent. Vous voyez? Il a fallu 2 mecs au CNRS qui se disent on va y arriver, alors vu les financements lamentables qu'ils ont par rapport à leurs équipes concurrentes à l'étranger, mais ils sont arrivés. Et un peuple qui est capable d'enfanter ça, un peuple qui est capable, dans l'état où est le pays, de continuer à le faire tourner et à se battre pour lui, ce peuple-là n'est pas foutu. Au contraire. Ça va être ma dernière question. On a parlé du déclassement diplomatique de la France. On a parlé du déclassement industriel et économique de la France. On vient de parler de son déclassement social. Est-ce que, dans ces conditions, la France a encore les moyens d'être souveraine? Bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Le 18 juin au soir, où la France ne vivait que dans une dizaine de poitrines hardies, c'était déjà pas trop tard. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, si vous voulez, le spenglerisme de droite m'a toujours gonflé. Alors, il est vrai que j'appartiens peut-être à une classe sociale trop pauvre pour aimer les ruines. Chacun ses moyens. Mais ce spleen de châtelain qui pleure sur l'imparfait du subjonctif en disant « tout est fini, les barbares sont à nos portes » parce qu'il n'a pas eu la force de faire des gosses, tu vois, le typique de certains intellectuels de droite que je n'aimerais pas, me gonfle et m'a toujours gonflé. Parce que si la Corée du Sud est arrivée à devenir une puissance mondiale à 45 millions d'habitants, un pays qui a été laminé par une guerre qui a tué quand même plusieurs millions de gens, et elle n'a aucune ressource sur son sol, elle a réussi uniquement par le génie de son peuple. Si des pays comme le Japon, à qui on a foutu 2 bombes atomiques dans la gueule, ils sont arrivés, on va prendre le cas récent, alors là, j'espère pas vous attirer d'ennui, si un pays comme la Russie, quoi qu'on pense par ailleurs, où l'espérance de vie des hommes s'était effondrée de 7 ans, où 1 million de jeunes filles russes ont été vendues dans les bordels au sortir de l'Union soviétique, où il y avait 2 avortements pour une naissance, si un pays comme ça s'en est sorti, nous, si on s'en sort pas, c'est qu'on ne veut pas s'en sortir. À un moment, faut arrêter. Parce que souvent, les gens que j'entends dire « oui, mais de toute façon, on est trop petit », ça c'est le giscardisme, ça. Et le giscardisme est le père du macronisme. C'est-à-dire, vous prenez une France qui était grande et qui donc accouchait de grands hommes, et vous mettez un petit mec, ce qui était Giscard profondément, et donc, Giscard, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, mais la France, c'est tout petit. Non. Tu es trop petit pour diriger la France. Le problème, c'est que donc, au lieu de te grandir au niveau du pays, ce qu'un homme qui n'avait rien d'exceptionnel, contrairement au général qui était Georges Pompidou, était à peu près arrivé à faire, preuve que c'est à la portée de quelqu'un, toi, tu as décidé de réduire le pays à ta taille. Ce qu'a fait Sarkozy, ce qu'a fait Hollande, ce qu'a fait Macron, je n'épargne pas les 2 qui sont entre deux. Mitterrand et Chirac ont été indifférents au pays. Mitterrand, à cause de la statue de lui-même en tant que grand sphinx qu'il avait dans la tête, et Chirac, parce que Chirac était fondamentalement un jouisseur. Mais ils n'ont pas essayé de rapetisser le pays, ils l'ont laissé tomber. Les 3 autres, les 3 derniers, ils les ont rapetissés parce que c'est profondément des petits mecs.
Or, le problème, c'est que la France peut s'en sortir. Est-ce qu'elle veut s'en sortir? Ça, la décision ne m'appartient pas. Elle appartient à d'autres. Mais, vous savez, le grand avantage du jeu historique, je veux dire ce que c'est que la partie se termine jamais. C'est une partie de poker, de cartes, de dés, de ce que vous voulez, mais qui dure éternellement. Et tant que la main continue à passer, on a toujours une chance. Tant que la main continue à passer, on a toujours une chance. Ce sera le mot de la fin. Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup de cet entretien. Je rappelle à nos spectateurs que le numéro 3 de magazine Omerta est en vente dans tous les bons kiosques. Nous avons également un documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes qui revient en profondeur sur ce mouvement, qui est disponible sur l'application Omerta. Je vous invite à le visionner, à visionner également notre documentaire sur Wagner. Nos reporters ont retrouvé sur le front russe des anciens membres de Wagner qui continuent à se battre donc sur le front russo-ukrainien. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Omerta. Et merci à nos spectateurs.